Bien, eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bravo pour avoir trouvé le nouvel amphi pour aujourd'hui. Ce sera le même amphi la semaine prochaine, à ce que j'ai compris. Donc voilà, vos efforts d'aujourd'hui resteront valables la semaine prochaine. Donc bienvenue dans cette cinquième séance du cours de cette année, consacrée donc aux jonctions Josephson et plus généralement aux fluides quantiques couplés. Et le cours d'aujourd'hui est intitulé, pour une raison qui, j'espère, sera claire dans la suite de ce que je vais vous raconter, est intitulé « Les condensats fragmentés ». Alors, avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle le séminaire d'aujourd'hui. On aura le plaisir d'écouter Klaus Møllmer de l'Institut Niels Bohr et de l'Université de Copenhague, qui va nous parler de trajectoires quantiques et plus précisément de comment mesurer précisément avec des trajectoires quantiques. Et la semaine prochaine, ce sera Eleni Diamanti du Lipsis Sorbonne Université qui nous parlera de ressources et applications des réseaux quantiques. Bien. Alors, pour commencer, je vous rappelle ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a décrit des jonctions Josephson et on s'est intéressé en particulier à la transposition des jonctions supraconductrices à des systèmes atomiques. Ces systèmes atomiques peuvent être aussi bien des systèmes externes qu'internes. Le système externe, eh bien, c'est simplement un puits de potentiel comme ceci, avec une fine nappe de lumière au milieu, qui donc sépare le puits en deux morceaux. On a Na atomes à gauche, Nb atomes à droite, et les atomes peuvent passer de A à B et de B à A par effet tunnel à travers la barrière. Les jonctions internes, elles, considèrent une assemblée atomique qui occupe tous les atomes occupent la même fonction d'onde, la même partie de l'espace externe, mais ils ont un degré de liberté interne qui peut être le spin ou un niveau hyperfin pour un atome. Ces niveaux hyperfins sont notés A et B. Et à ce moment-là, ce qui vient remplacer le rôle de la barrière tunnel qui transfère des particules de A à B et de B à A, eh bien, c'est un couplage cohérent qui peut induire donc des transitions de A vers B et de B vers A. Dans les deux cas, on a décrit jusqu'à maintenant ce système par une fonction de macroscopique. C'est-à-dire qu'on a introduit un état à un atome, qui est une combinaison linéaire de A et de B, A et B étant soit des états externes, soit des états internes. Les amplitudes de probabilité sont notées alpha A de t, alpha B de t, des nombres complexes, tels que alpha A carré plus alpha B carré égale 1. Et on a supposé donc que l'état de ma collection de grand N atomes eh bien, était un état factorisé, l'équivalent d'un condensat de Bose-Einstein, si vous voulez. C'est-à-dire que toutes les particules partagent le même état, c'est ce que j'ai écrit ici, alpha A plus alpha BB à la puissance n. Et ce qu'on a vu également, c'est donc à partir de cette paramétrisation en termes des amplitudes de probabilité alpha et alpha B, on peut se ramener à une paramétrisation qui ressemble plus à ce à quoi on est habitué avec les jonctions supraconductrices, à savoir on introduit petit n. Petit n, c'est donc le déséquilibre de la jonction par rapport à un point de consigne. Donc, si j'appelle ce point de consigne Na bar et Nb bar, eh bien, le petit n qui va dépendre du temps, c'est simplement, donc, il intervient quand j'écris grand Na à l'instant t, c'est-à-dire grand N fois module d'alpha carré, égale Na bar plus petit n de t, et Nb de t, à ce moment-là, c'est Nb bar moins petit n de t. Bien souvent, les points de consigne qu'on prend, les Na bar et les Nb bar, c'est grand N sur 2, c'est-à-dire qu'on prend des jonctions équilibrées, et donc petit n, à ce moment-là, mesure simplement la déviation par rapport à grand N sur 2. Quant à la phase, phi, qui intervient également dans les relations de Josephson, eh bien, c'est simplement l'argument du nombre complexe alpha, alpha b étoile ou alpha a sur alpha b, comme vous préférez, c'est la même chose. Voilà. Et donc, à partir de ça, on a établi les équations de Josephson. Alors, le but de ce cours, voilà ce que je vous propose, c'est de fait étudier l'état possible d'une jonction Josephson atomique. Plus précisément, on va étudier son état fondamental, c'est le plus simple. Et je voudrais vous montrer que ce n'est pas toujours un état factorisé. C'est-à-dire que l'état fondamental n'est pas toujours un état produit de n fois le même état pour les particules. Il peut y avoir des corrélations entre les particules, même des corrélations fortes, ce qui conduit à des états comprimés, voire même, c'est la limite ultime, un condensat fragmenté. C'est là que la notion de condensat fragmenté apparaîtra. Alors pour ces états comprimés ou ces états fragmentés, eh bien, on caractérisera leur distribution en petit n et en petit phi. Et ensuite, eh bien, pour terminer, je vous décrirai la mise en évidence d'un condensat fragmenté. Ce sera sur un nouveau type de jonction Josephson interne, qui est non pas pour un atome à deux niveaux, ou si vous préférez un spin 1,5, mais pour un spin 1,
C'est une expérience qu'on a faite au laboratoire il y a quelques années et qui illustre bien cette notion de fragmentation d'un condensat. Voilà. Donc, voilà le programme pour aujourd'hui et j'aimerais commencer par un préliminaire, si vous voulez, qui va consister à introduire deux outils importants dans ce qui va suivre. Le premier, ce sera les états cohérents de spin, dont j'ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais j'aimerais repréciser leurs propriétés cette semaine. Et puis le second outil, ce sera la distribution de Usimi, qui est également liée aux états cohérents de spin. Et là, pour ça, je vais passer au tableau. Donc, la première chose que j'aimerais faire, c'est donc vous rappeler l'espace des états dans lequel on travaille. Donc l'espace de l'état, c'est un espace d'état qui consiste à préciser le nombre une base possible de cet espace d'état consiste à préciser les nombres d'atomes dans les parties A et dans les parties B de mon espace. Donc une base possible de l'espace d'état, ce sont les états nombres. On écrit NA et NB, donc comme leur nom l'indique, précise combien j'ai mis d'atomes dans A et combien j'ai mis d'atomes dans B. Et une représentation graphique de ça, c'est de faire une échelle comme ça, où le haut de l'échelle, ça consiste à prendre tous les atomes dans l'état A et donc 0 atome dans l'état B. Le barreau qui est juste en dessous, c'est N-1, 1, donc un seul atome dans B et tous les autres dans A. Et puis tout en bas de l'échelle, j'ai un atome dans A et N-1 dans B. Et puis le dernier barreau, c'est 0, N. Voilà, donc ça, c'est, comme je disais, c'est un espace de dimension n plus 1. Voilà, et évidemment, dans tout ce que j'écris ici, grand N est le même, grand N, c'est Na plus NB. Voilà, donc ça, c'est notre espace des états, c'est celui qu'on a déjà introduit la semaine dernière, donc il n'y a pas de nouvelles par rapport à ça. Ensuite, il y a l'hamiltonien, dont on a besoin. Donc là encore, je vais réécrire ce qu'on avait vu la dernière fois. Je vais me mettre à résonance pour cet hamiltonien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par à résonance ? Quand je prends une jonction externe, j'avais à certains moments considéré qu'on pouvait biaiser cette jonction en mettant des potentiels chimiques notablement différents à gauche et à droite, simplement en mettant beaucoup plus de particules, par exemple, dans A que dans B, ou le contraire. Pour une jonction interne, la notion de résonance, c'est la fréquence de l'onde monochromatique qui pilote la transition AB par rapport à la fréquence de résonance de votre système à deux niveaux. Donc là, je vais supposer que le désaccord, si j'ai une excitation, si j'ai une jonction interne, ou le delta, ce que j'appelle delta mu bar pour une jonction externe, je suppose que c'est nul. Et donc à ce moment-là, l'hamiltonien à prendre est assez simple, il a deux termes, donc grand H. Un premier terme qui est l'effet tunnel dans la jonction, ou si vous voulez le couplage cohérent, qu'on met sous la forme moins EJ, où EJ a des dimensions d'énergie sur N, A croix B plus AB croix. Je vais mettre des chapeaux sur tous mes opérateurs. Voilà. Donc ça, c'est quoi ? C'est simplement un terme à une particule qui me fait passer, pour celui-ci, il détruit une particule dans B, il en crée une dans A, donc c'est l'effet tunnel de B vers A. Et celui-ci, c'est juste l'inverse, je crée dans B, je détruis dans A. Donc ça, c'est le terme tunnel. Voilà, et puis j'ai un deuxième terme, qui est le terme lié aux interactions entre particules, que j'ai mis sous la forme, qu'on va mettre sous la forme plutôt aujourd'hui, EC sur 4, Na carré plus NB carré. Donc où Na et NB sont les opérateurs nombre de particules dans A et nombre de particules dans B qui s'expriment en termes des opérateurs A croix A sous la forme suivante pour Na et NB, chapeau, c'est B croix B. Voilà, donc ça c'est le terme lié aux interactions. EC, c'est ce qu'on appelle l'énergie de charge pour une jonction supraconductrice, et donc on garde cette notation ici. Alors, un point qui pourrait vous troubler, mais il ne faut pas être troublé, c'est que ce terme d'interaction, je ne l'avais pas écrit exactement comme ça la dernière fois.
Je l'avais écrit sous la forme, dans le cours 4, donc, je l'avais écrit sous la forme EC sur 2, JZ carré. Où JZ, c'est donc, je vais l'écrire en dessous, JZ, c'était 1 demi de Na moins NB comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ce que je écris ici, c'est la même chose que CJZ carré à une constante près, puisque ça peut se réécrire, c'est une simple identité, EC fois, alors que je ne me trompe pas avec le facteur 1,5, 1 demi de Na carré plus NB carré, moins, je crois que c'est un quart, oui c'est ça, moins un quart de N2. Voilà, donc la dernière fois on avait EC sur 2 JZ carré, là je mets EC sur 4 Na carré plus NB carré, c'est ce terme-ci, ça diffère de cette constante qui est proportionnelle au nombre d'atomes au carré. C'est juste, je fais ça juste parce que ce terme-ci sera un petit peu plus transparent pour ce qu'on va faire aujourd'hui, mais encore une fois, il n'y a aucune malice derrière ça. Voilà. Les opérateurs création et annihilation, hein, je vous rappelle leur définition, elle est écrite là. L'opérateur création, donc accroît agissant sur NaNB, crée une particule dans l'état A, ici, donc je fais passer de NaNB à Na plus 1 NB, et l'opérateur de destruction NaNB, il fait passer de NaNB à Na moins 1 NB. Évidemment, si Na est nul, là, je ne peux rien détruire, puisqu'il n'y a rien à détruire, donc ça me donne le vecteur nul à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est l'hamiltonien dont on va utiliser aujourd'hui. Autre chose que j'aimerais vous rappeler et qu'on a vu en fait émerger ici, c'est ce lien entre notre jonction Josephson atomique, un nombre de particules fixées, et puis un moment cinétique. J'ai déjà introduit JZ ici, la composante de ce moment cinétique. Donc plus généralement, hein, je vous rappelle qu'on a établi cette correspondance biunivoque entre les états symétriques d'une assemblée de n systèmes à deux niveaux, n spin 1,5 si vous voulais, même si là, je vais la faire à des bosons, mais c'est n systèmes à deux niveaux, caractérisés par les états A et B, internes ou externes. Et donc, correspondance biunivoque entre ça et puis les états d'un moment cinétique grand J égale n sur 2. Et pour établir cette correspondance, eh bien, on avait introduit ces trois opérateurs, Jx, Jy, Jz. Donc Jz, je vous ai rappelé sa définition ici, hein, 1,5 de Na moins Nb, ou si vous préférez 1,5 de A croix A moins B croix B. Donc le voilà, Jz. Et puis Jx et Jy sont écrits ici. Jx, c'est AB croix plus A croix B, donc c'est en fait exactement l'opérateur qui apparaît ici, facteur numérique près devant. Et Jy, eh bien, c'est la combinaison antisymétrique de AB croix et de A croix B. Et je vous rappelle également donc, que c'est bien un vrai opérateur cinétique, c'est-à-dire qu'il satisfait les relations de commutation entre ces trois composantes. Par exemple, si je prends Jy et Jz, eh bien, le commutateur de Jy avec Jz, ça va me donner IJX. Et puis les deux autres relations déduites par permutation circulaire. Et ça donnait, enfin on l'a vu la dernière fois, ça nous donne une nouvelle interprétation de cette échelle de n plus 1 états ici. Hein. Je peux voir ça comme ces barres-là, ces états, comme les états propres de l'opérateur moment cinétique au carré, J2, et de l'opérateur Jz. C'est-à-dire que l'état le plus haut ici, toutes les particules dans A, 0 dans B, eh bien c'est l'état grand J, mz égale plus J, puisque Jz c'est Na moins Nb. Donc si je mets toutes mes particules dans A, Na moins Nb, c'est égal à N, donc Jz est égal à N sur 2, c'est-à-dire le moment cinétique grand J que j'ai pris. Donc ça, c'est celui du haut. Celui du bas, ben, c'est mz égale moins J, et puis tous les autres s'interprètent comme une valeur donnée de mz, en particulier juste au milieu, là, hein, si je le dessine ici, là, vous aurez donc l'état que je peux appeler N sur 2, ou si vous préférez, l'état grand J, mz égale 0. Ça, c'est l'état qui est juste au milieu de mon échelle. Notez qu'ici, pour que n sur 2 ait un sens, il faut que je prenne n paires, et je vais supposer effectivement que n est pair dans tout ce qui va suivre. Je vous dirai tout à la fin ce qui se passe quand on commence à jouer avec la parité de n, mais au moins pour que mes expressions aient un sens, je vais prendre n paires dans la plus grande partie de ce cours. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. On supposera n paires. Bien. Alors, j'en viens maintenant, ça c'était un rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois, j'en viens maintenant à le premier outil qui va être important pour nous, qui sont ces états cohérents de spin. Comme je disais, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais là je vais essayer de les définir
un petit peu plus précisément et puis donner quelques propriétés importantes. Bien, donc quand j'ai mon système à deux niveaux, que je peux encore une fois assimiler à un spin 1,5, eh bien son état, pour un spin 1,5, son état le plus général, je peux l'écrire sous la forme psi égale cosinus θ sur 2 et puissance i phi sur 2, petit a, plus sinus θ sur 2 et puissance moins i phi sur 2, petit b. Ça, c'est la forme la plus générale que je peux prendre pour un spin 1,5, à une phase globale près qui n'a aucune importance physique. Donc là, disons qu'un état à une particule se caractérise par deux nombres, deux angles, en fait, θ et phi. Alors, si je veux utiliser mes opérateurs création et annihilation pour ensuite passer à n particules, ce même état, là, je peux le réécrire comme cosinus θ sur 2 et puissance i phi sur 2 a croix, opérateur qui crée une particule en état A, plus sinus θ sur 2 et puissance moins i phi sur 2, b croix, je mets des crochets ici, agissant sur le vide. Donc là, c'est exactement la même chose, c'est juste une réécriture en seconde quantification. Pour obtenir un spin 1,5 dans l'état qui est écrit au-dessus, eh bien, je fais agir cet opérateur-là sur le vide. Eh bien, les états cohérents de spin, je les obtiens simplement en prenant cette chose-là, mais à la puissance n. Donc, l'état que je vais noter, θ, phi, et puis je vais mettre momentanément un indice n ici, eh bien, ça consiste à prendre cet opérateur-là, donc je le réécris, cosinus θ sur 2, puissance i phi sur 2, a croix, plus sinus θ sur 2, et puissance moins i phi sur 2, b croix, à la puissance n, agissant sur le vide. Donc faisant ça, je crée bien grand N particules. Ces particules sont toutes dans le même état, à savoir l'état qui est écrit ici. Il faut que je fasse attention à la normalisation. À chaque fois que je fais agir un A croix ou un B croix, je sors un racine de n plus 1. Donc cette chose-là, je vais d'abord faire un racine de 1, puis un racine de 2, puis un racine de n aux dernières fois. Donc je vais avoir un racine de factoriel n qui va sortir. Donc si je veux le normaliser, il faut que je mette devant 1 sur racine de n factoriel. Voilà, donc ça c'est un état normalisé à n particules dans lequel j'ai mis tous mes spins, tous mes atomes à deux niveaux dans le même état. Pour le dire vite, c'est un état pour lequel tous mes spins pointent dans la direction θ phi. Ça représente un spin 1,5 qui pointe dans la direction θ phi. Et bien là, j'ai un système où j'ai tous mes n spins qui pointent dans la même direction, caractérisés par les angles θ et phi. Alors, cet état-là, si vous voulez vous intéresser à la population moyenne, donc si vous regardez le nombre moyen d'atomes dans l'état A, eh bien ça c'est tout bête, c'est simplement grand N fois cosinus carré θ sur 2, et nombre moyen NB, c'est grand N sinus carré θ sur 2. Voilà. Donc, ça, c'est mes états cohérents de spin, donc tels qu'on va les utiliser. Comment est-ce qu'on peut les obtenir, pour les visualiser, si vous préférez? Eh bien, on peut commencer par se dire qu'est-ce que se passe si je prends θ égale 0. À ce moment-là, cosinus θ sur 2 vaut 1, sinus θ sur 2 vaut 0. Donc, tous mes atomes sont dans... Cet atome-là est dans l'état A, et après, tous les atomes sont dans l'état A, quand je fais ça. Donc ça correspond, donc, comme j'ai dit, j'aligne tous mes atomes, et sur cette sphère paramétrée en angle sphérique θ et phi, eh bien, ça correspond à mettre tous mes atomes qui pointent au pôle nord. Là. Et maintenant, quand je veux passer à cet état-ci, avec θ et phi non nuls, eh bien, un moyen d'obtenir ça, c'est de faire les opérations géométriques que j'ai représentées ici. Je prends donc tous mes atomes ici, je vais souligner, ça c'est tous les atomes qui sont au pôle nord. Je commence par faire une rotation autour de l'axe Y d'un angle θ, donc je me promène ici le long du méridien, et j'arrive donc à une latitude, ou une colatitude plutôt θ. Donc pour ça, je fais agir,
je veux une rotation autour de y d'un angle θ. Donc je fais agir e puissance moins i θ jy. Ça correspond bien à cette rotation autour de l'axe y d'un angle θ. Et puis ensuite, pour arriver au point θ phi, il faut que je tourne maintenant autour d'un axe qui passe par l'épaule. Je me balade à latitude constante cette fois-ci. Je change ma longitude et je veux tourner de phi. Donc je fais agir cet opérateur-là, et puissance moins i phi, jz. Jz parce que je tourne autour de l'axe z, l'axe d'épaule, et phi parce que c'est l'angle dont je veux tourner. Voilà. Et donc ça, c'est finalement rien d'autre qu'un état pour lequel, si je prends comme axe de quantification u, où u est l'angle défini par les angles θ et phi, les angles sphériques θ et phi, petit u est un vecteur unitaire. Donc si je prends cet θ phi là, eh bien, il correspond à une projection du moment cinétique le long de l'axe u égale à plus j. C'est ça que j'entends quand je dis tous mes spins pointent dans la même direction. Voilà, donc voilà un moyen de visualiser cet état cohérent de spin. Alors, quelques propriétés de ces états cohérents. Et la première dont j'aimerais parler, c'est ce qu'on appelle la résolution de l'identité. La première chose que je peux remarquer sur ces états cohérents, c'est qu'ils sont en nombre infini. À n fixé ici, θ est une variable continue, phi est une variable continue, donc ils sont en nombre infini. Donc il n'est pas question de dire que les états cohérents de spin forment une base. Je suis en dimension finie, donc une base doit avoir n plus 1 éléments. Là, j'en ai un nombre infini, donc ce n'est pas une base. En revanche, c'est un système générateur, c'est-à-dire que je peux exprimer n'importe quel état de spin, pas forcément cohérent, comme combinaison linéaire des états cohérents. Et ça découle d'une propriété qui est remarquable pour ces états cohérents, qui est la suivante, c'est qu'à un facteur numérique près que je vais vous en dire dans un instant, eh bien, l'opérateur identité peut s'écrire comme une somme des deux oméga, une somme continue, des deux oméga de θ phi. Alors je vais laisser tomber le n ici, si vous voulez bien. De toute façon, n est constant dans tout ce que je vais dire, donc lui, je ne l'écris plus, mais il est sous-entendu θ phi. Alors dans cette expression, des deux oméga, c'est le jacobien habituel en coordonnées sphériques, sinus θ et θ des phi. Et pour que cette expression soit correcte, il faut que je mette ici un coefficient qui est 4pi sur n plus 1. Voilà, donc ça, je ne vais pas la démontrer, mais ça se fait sans difficulté. Pourquoi est-ce que ça me dit que j'ai affaire du coup à un système générateur? Eh bien, si je me donne un psi quelconque, un état de spin quelconque, si je fais agir cette expression-là sur mon état de spin, je trouve donc que 4pi sur n plus 1, qui est un nombre fois psi, eh bien, je peux l'écrire comme une intégrale de d2 oméga de l'état θ phi avec une amplitude de probabilité qui est simplement le produit scalaire θ phi fois psi. Donc ça, c'est une décomposition d'un état quelconque psi sur cet ensemble d'états cohérents θ phi. Voilà. Donc j'ai bien un système générateur, je sais décomposer n'importe quel état sur cette base. Une propriété intéressante aussi, c'est que ces états θ phi, quand je prends n grand, je vais faire des grands nombres de particules, eh bien ces états phi sont presque orthogonaux. Alors j'insiste sur le presque, encore une fois, ils ne peuvent pas être complètement orthogonaux puisque j'en ai un nombre infini. Donc je ne peux pas sortir en dimension finie un nombre infini d'états orthogonaux entre eux. Mais ils sont presque orthogonaux dans le sens suivant. Et là encore, je ne vais pas le démontrer, mais ce n'est pas très compliqué. Donc je vous encourage à le faire si vous voulez vous familiariser avec ces états. Le produit scalaire entre un θ phi et un θ prime phi prime, donc si vous voulez deux points sur la sphère, je vais les dessiner, eh bien ça s'écrit sous cette forme-là. Cosinus gamma sur 2, je vais vous dire tout de suite ce que c'est que petit gamma, puissance 2n. Petit gamma, c'est l'angle sous lequel je vois mes deux états cohérents sur depuis le centre de cette sphère-là. Donc je vais faire un dessin. Supposons que j'ai un état cohérent ici, donc ça ce sera θ phi, et puis j'en ai un autre ici qui sera θ prime phi prime. Eh bien petit gamma, c'est l'angle ici sur lesquels je les vois, comme ça.
Voilà, c'est à peu près lisible? Oui, ça va. Donc petit gamma, c'est ça. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est donc que le produit scalaire d'un état cohérent qui pointe en θ phi et l'autre θ phi prime, c'est la puissance 2n, où n est grand devant 1, d'un cosinus. Alors un cosinus, comme vous le savez, c'est un nombre qui est toujours inférieur à 1, sauf évidemment si l'angle est nul, mais sinon c'est strictement inférieur à 1. Et quand vous prenez la puissance 2n où n est grand d'un nombre qui est inférieur à 1, ça devient très vite très petit. Alors plus précisément, si je suppose que gamma est petit devant 1, c'est-à-dire que si je suppose que mes deux points là sont proches l'un de l'autre, sans être confondus évidemment, mais proches l'un de l'autre, eh bien je peux faire un développement limité de cosinus gamma, enfin gamma sur 2. Cosinus x, quand x est petit devant 1, c'est 1 moins x2 sur 2. Donc là, je vais avoir 1 moins gamma 2 sur 8, que je mets dans l'exponentielle, via un log, et puis je développe par 2n. Donc ça va me faire du exponentiel moins gamma 2 n, et si je ne me suis pas trompé, sur 4. Je vérifie quand même. C'est le 8 qui se multiplie par 2. Voilà, c'est bien ça. Donc ça, ce qu'on voit ici, c'est donc quelque chose qui va tendre très vite vers 0. Quand n, dès que gamma s'écarte de plus que 1 sur racine de n, eh bien, cette chose-là vaut presque 0, puisque je vais prendre l'exponentielle d'un nombre qui est négatif et en valeur absolue grand devant 1. Voilà. Donc, ces états cohérents, encore une fois, ne sont pas orthogonaux entre eux, ça c'est pas possible, mais ils sont quasiment orthogonaux entre eux. Ils forment un système générateur, donc c'est vraiment un ensemble très pratique pour la suite. Alors, un cas particulier d'état cohérent, très commode, c'est ce qu'on appelle les états de phase. Alors, état de phase, c'est une appellation qu'on avait introduite avec Yvan Castin, oui, Yvan est là, dans un article qu'on avait écrit en 1977. Bon, il y a d'autres définitions d'état de phase dans la littérature, donc bon, on l'appelle comme ça, nous, état de phase. Peut-être une dénomination plus unanime pourrait être dire états équatoriaux. Tout ce que je veux faire, c'est prendre ces états cohérents-là et prendre un cas particulier où je prends θ égale pi sur 2. Donc θ sur 2 égale pi sur 4. Donc le cosinus ici et le sinus ici vont être égaux. Comme θ, je vous rappelle que c'est la colatitude. Si je prends θ égale pi sur 2, ça veut dire que je me mets sur l'équateur. D'accord ? Donc ce que j'appelle état de phase ou états équatoriaux. Eh bien, c'est donc ce cas, θ égale pi sur 2. Donc, dans ces cas-là, mon état cohérent de spin ici, en prenant θ égale pi sur 2, je l'écris pi sur 2 phi. L'azimut, lui, reste complètement indéterminé. Je peux choisir ce que je veux. La longitude, si vous préférez. Donc, ce pi sur 2 phi, quand je regarde à quoi il ressemble, bon, là, je vais laisser tomber les facteurs multiplicatifs constants. Mais ce que j'ai donc ici, c'est donc 1 sur racine de 2 là et 1 sur racine de là, donc ça je le mets. J'ai simplement finalement le développement de la puissance n, de la puissance i phi sur 2 a croix, plus la puissance moins i phi sur 2 b croix. Donc c'est un développement du binôme. Je le réécris, et puissance i phi sur 2 a croix, plus la puissance moins i phi sur 2 b croix à la puissance n, agissant sur le vide. Donc j'utilise le développement de binôme, ça va être une somme sur grand NA, grand NA varie de 0 à grand N, de donc, un coefficient qui est le coefficient du binôme, c'est grand N, grand NA. Ensuite, je vais avoir A croix à la puissance NA, B croix à la puissance N moins NA, mais ça je vais l'appeler NB. C'est normal, puisque NA plus NB est toujours égal à grand N, donc puissance NB. Les puissances i phi, donc je vais avoir les puissances i phi sur 2 fois NA moins les puissances i phi sur 2 fois NB, fois NA, oui c'est ça. Donc les puissances i phi sur 2 fois NA moins NB. Et tout ça agit sur le vide. Voilà. Donc, je vais faire agir ce A croix puissance NA, B croix puissance NB sur le vide. Donc cette chose-là, je la réécris comme une somme sur un quotient petit n. Alors le petit n que je vais introduire, c'est donc toujours le même. C'est petit n, c'est 1,5 de NA moins NB.
Donc quand NA varie de 0 à grand N, petit n va varier de moins n sur 2 à plus n sur 2. Je vais avoir ici un coefficient que je vais noter C de petit n, qui sort du coefficient du binôme, et puis également des facteurs de normalisation que j'ai laissé tomber. Ensuite, ici, j'ai puissance I phi n, I phi fois petit n, et puis j'ai l'état où je fais agir A croix à la puissance NA, B croix à la puissance NB, donc c'est un état NA-NB, NA-NB, que je peux encore écrire n sur 2 plus n, n sur 2 moins n, le tableau est à peine assez grand, voilà, et que je vais noter pour simplifier petit n. Donc quand je vais noter le quête petit n comme ça sous-entendra que c'est le quête n sur 2 plus n, n sur 2 moins n. Petit n sera le déséquilibre finalement de ma jonction. Donc ici je mets petit n simplement. Voilà, petit n est défini ici. Voilà, donc voilà l'allure générale de cette distribution, enfin de ces états de phase. Et on peut se demander ce que vaut C de petit n. Donc C de petit n, vous voyez, ça va faire intervenir des factoriels, puisque le coefficient du binôme ici, c'est factoriel n divisé par factoriel na, factoriel n moins na. J'ai aussi des racines de factoriels qui viendront de ce coefficient de normalisation ici. Si je me mets avec des n qui sont grands devant 1, vous savez probablement que la factorielle, on peut lui donner un équivalent via la formule de Stirling, qui simplifie pas mal les choses. Et donc quand on met tout ça, là encore c'est un calcul qui est un peu fastidieux, mais on y arrive, eh bien la formule de Stirling nous permet de dire que C de n est à peu près égal à e puissance moins, alors que je ne me trompe pas dans le facteur, simplement petit n2 sur grand N. Voilà, donc c'est une formule assez simple. Enfin, il y a un proportionnel, c'est-à-dire que, là encore, il faut que je fasse attention à la normalisation, mais la variation de C avec N, c'est une formule simple, simplement une gaussienne. Et donc, ça nous donne finalement la distribution de la variable petit n, ici. Si donc je regarde mon état cohérent de phase, ici, mon état équatorial, quand je regarde comment il se décompose sur les petits n, eh bien, je vois que c'est centré sur n égale 0. Petit n égale 0, c'est donc la jonction équilibrée, autant d'atomes dans A que dans B. C'est centré sur la jonction 0, et ça dévie de part et d'autre ça peut dévier tant que C de n est appréciable, mais comme C de n est une gaussienne, ça va décroître assez vite. Si je veux avoir la probabilité de trouver petit n ici, il faut que je prenne le module de C de n au carré, donc je vais avoir exponentielle de moins 2n2 sur grand N, et donc j'en déduis la dispersion delta n, qui est en racine de n. Et donc comme j'ai un 2 ici, c'est racine de n sur 2, comme j'ai un 2 quand je prends le module carré. Voilà, donc mes états cohérents de phase, mes états équatoriaux, eh bien, ils vont occuper l'état petit n égale 0, et puis une dispersion autour de n égale 0 qui est simplement racine de n. D'accord ? Donc ils ne vont pas aller toucher, finalement, ou avec une très très faible probabilité, les états extrêmes grand N 0 et 0n. Ils sont concentrés au voisinage du centre là, de cette échelle. Bien, donc ça c'était le premier outil. Le second outil, c'est la distribution de Usimi, que j'aimerais vous décrire, qui va nous servir beaucoup. Donc là, je vais me faire un peu de place ici. Bon, je vais garder l'hamiltonien, peut-être, il peut servir. Allez, j'efface la collade. Distribution de Usimi. Alors c'est quelque chose d'assez simple, la distribution de Usimi. Ça part du principe que mes états cohérents de spin, eh bien, c'est un bon système générateur. Eh bien, la distribution de Usimi,
ça consiste simplement à se donner donc un psi quelconque, comme ce que j'ai fait là-bas. Je peux le réécrire, un psi quelconque ici. Quelconque. Et pour ce psi, eh bien, on va définir un recouvrement entre psi et les états cohérents de spin. Donc je vais introduire une fonction de θ et de phi, qui est simplement le produit scalaire θ phi, alors toujours sous-entendu grand N, hein, mais bon, psi est un état quelconque, mais de n spin, donc n est une variable sous-jacente, grand psi en modulo carré. Et pour avoir quelque chose qui est normalisé, eh bien je mets le même coefficient, plutôt l'inverse du coefficient qui apparaissait là-bas, donc n plus 1 sur 4pi. Voilà. Donc Q de θ phi, c'est une fonction des deux angles θ phi, c'est une fonction qui est toujours positive, puisque c'est un module au carré, et il est immédiat, compte tenu de la résolution de l'identité ici, de voir que l'intégrale de Q de θ phi vaut 1, puisque si je m'en prends psi, je le multiplie à gauche ici, à droite ici, là j'obtiens grand Q, au facteur n plus 1 sur 4pi près, donc ici, si mon grand psi était normalisé au départ, je continue à obtenir quelque chose de normalisé. Donc je l'écris, l'intégrale de Q de θ phi des 2 oméga est égale à 1. Voilà. Donc ça, c'est la distribution de Usimi. Et on peut s'amuser à regarder quelques exemples de distribution de Usimi. J'en ai mis 2 ici. Le premier exemple, celui de gauche, eh bien, ça consiste à prendre l'état de phase, ici, pi sur 2, phi égale 0. Si je prends cet état de phase, pi sur 2, phi égale 0, et si donc je regarde sa distribution d'Usimi, ça va vouloir dire que je vais aller prendre, lui-même est un état cohérent, ça veut dire que je vais aller prendre d'autres états cohérents et regarder le recouvrement entre les deux. Comme je vous ai dit ici, le recouvrement entre deux états cohérents, c'est quelque chose qui est non nul seulement s'ils sont très proches l'un de l'autre. Ça décroît très vite avec l'angle qui les sépare. Donc sans surprise, ce qu'on trouve, c'est que si je prends l'état cohérent initial pour mon grand psi, le grand psi qui est là, si je prends l'état θ sur 2 phi égale 0, eh bien je trouve que le recouvrement avec l'état cohérent, il est non nul seulement si je prends d'autres états cohérents voisins de θ égale pi sur 2, phi égale 0. Donc c'est cette petite pastille bleue là, plus c'est foncé, plus ça veut dire que le recouvrement est grand. Le recouvrement est quasiment nul pour tous les états en dehors de ce point ici en θ égale pi sur 2, phi égale 0. Si maintenant je vais chercher un état nombre, l'état par exemple na égale n sur 2, nb égale n sur 2, qui était le milieu de mon échelle tout à l'heure, eh bien lui, il n'y a pas de phase particulière qui apparaît là-dedans, et donc il a un recouvrement non nul, essentiellement avec les états cohérents équatoriaux, c'est-à-dire avec les états de phase, c'est ce que vous voyez ici, mais il a le même recouvrement, quelle que soit la phase que je vais prendre. Il est clair qu'il n'y a aucune phase qui est privilégiée dans cet état-ci. Donc il a le même recouvrement partout. J'ai une distribution qui est invariante par rotation autour de l'axe Z. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire sur les outils. Et maintenant, je voudrais passer à l'état fondamental de la jonction. Alors, comment chercher l'état fondamental d'une jonction? Donc, comme j'ai dit, je mets à résonance, donc pas de différence de potentiel chimique imposée si j'ai une jonction externe, des accords, ce que j'ai appelé delta tilde la dernière fois, nul pour ma jonction interne, donc j'ai mon Hamiltonien qui est le même, qui est celui qui est écrit au tableau. En règle générale, cet Hamiltonien-là, si EJ et EC sont fixés et tous les deux significatifs, on ne peut pas le diagonaliser analytiquement. Évidemment, on peut toujours mettre ça sur un ordinateur, mais ça ne donne pas forcément beaucoup d'intuition, et il n'y a pas de solution analytique simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer une approche variationnelle pour essayer de trouver l'état fondamental de notre jonction. Et, comme vous le savez, l'approche variationnelle, ça consiste à se donner des fonctions d'essai, et puis regarder l'énergie de ces fonctions d'essai et dire que l'énergie minimale qu'on peut trouver pour notre famille de fonctions d'essai, elle est toujours supérieure, c'est un majorant de la vraie énergie du fondamental. Et si on a été intelligent, si on a pris des fonctions d'essai assez représentatives, eh bien, c'est un majorant, mais c'est un majorant assez fidèle, et les fonctions d'essai elles-mêmes sont assez proches de l'état fondamental du système. Donc là, on va essayer d'être intelligent, on va essayer de prendre une famille de fonctions d'essai bien adaptées, et pour ça, eh bien, ce qu'on va se dire, c'est qu'il y a deux cas extrêmes. Le premier cas extrême, c'est quand il n'y a pas d'interaction, il n'y a que le terme en EJ. À ce moment-là,
on va regarder ce qu'il faut prendre comme fonction d'essai. Et puis le deuxième cas extrême, c'est quand il n'y a pas d'effet tunnel, il n'y a que des interactions, EJ égale 0, EC non nul. Alors le premier cas, si EC égale 0, donc mon Hamiltonien, c'est simplement EJ sur n AB croix plus A croix B, et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est simplement l'opérateur JX. Hein. Donc mon Hamiltonien, c'est moins 2J sur n JX, et l'état fondamental de JX, je le connais, c'est simplement de mettre tous mes spins qui pointent dans la direction X. Donc, il faudra que ma classe de fonction d'essai englobe cet état J, Mx égale J, qui n'est autre, c'est toujours une réécriture, hein, que l'état de phase pi sur 2, phi égale 0. C'est tous mes spins, c'est un état cohérent, tous mes spins qui pointent dans la direction phi égale 0, θ égale pi sur 2. L'autre cas extrême, donc, qui consiste à dire je n'ai pas d'effet tunnel, je n'ai que des interactions, donc on a mis un NA carré plus NB carré, eh bien, si je prends EC positif, l'état fondamental, ça consiste à minimiser donc NA carré plus NB carré, sachant que leur somme est constante. Eh bien ça, pour minimiser la somme de deux carrés comme ça avec une somme constante, il n'y a pas le choix, il faut mettre le même nombre en A et en B. Donc l'état fondamental, c'est n sur 2, n sur 2. Celui état que j'ai également noté petit n égale 0 ou j, mz égale 0. Ça, c'est des notations équivalentes. Voilà, donc on va prendre des fonctions d'essai qui vont interpoler entre ces deux cas limites. Alors, à quoi est-ce qu'elles vont ressembler, nos fonctions d'essai? Eh bien, voilà ce qu'on va prendre. Elles vont dépendre d'un paramètre, que je vais noter zeta. Et ces fonctions d'essai, donc je vais les mettre, alors à un coefficient de normalisation près que je ne vais pas écrire, ça va être directement inspiré de cette forme-ci. Je vais les mettre sous la forme exponentielle de moins zeta n carré sur grand N fois petit n. Et petit n, en toute rigueur, il varie de moins n sur 2 à plus n sur 2. J'étendrai les bornes à l'infini assez vite, mais bon, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont intelligentes, ces fonctions d'essai? Eh bien, si je prends zeta égale 1, à ce moment-là, je récupère exponentielle de moins n2 sur grand N, ici, et ça, c'est rien d'autre que l'état de phase pour phi égale 0. Si je prends phi égale 0 ici, donc le puissance in phi disparaît, et le c de n, c'est précisément ça. Donc ça me donne, pour zeta égale 1, on retrouve l'état, donc, θ pi sur 2, phi égale 0. Donc ça, c'est bien. Ce sera ce qu'on veut pour l'état EC nul. Si je n'ai pas d'énergie d'interaction, eh bien, je sais que c'est le vrai état fondamental. Si maintenant je vais prendre zeta très grand devant n, dans cette famille ici, eh bien, ce que vous voyez ici, c'est que si zeta est grand devant n, donc zeta sur n est grand devant 1, donc je prends l'exponentielle de petit n carré fois un nombre grand devant 1. Donc si petit n égale 0, ça vaut 1, mais dès que petit n sera différent de 0, petit n égale 1, 2, 3, eh bien j'aurai l'exponentielle d'un nombre grand devant 1, mais négatif, et donc le coefficient sera très petit. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais trouver? Essentiellement, n égale 0 là-dedans. Et ça, c'est bien ce que je veux. Pour retrouver l'état, pour le cas grand EJ égale 0, le cas où je n'ai pas d'effet tunnel. Donc j'ai bien une famille de fonctions d'essai qui permet d'interpoler entre mes deux cas limites. Donc on va pouvoir partir là-dessus. Je peux regarder à quoi elles correspondent, ces fonctions d'essai, si vous voulez les visualiser un petit peu mieux. Donc je peux regarder leur distribution de Usimi. Et bien voilà à quoi ça correspond. Quand je pars de zeta égale 1, là, pas de surprise, c'est l'état cohérent qu'on a déjà vu. Hein, c'est l'état pi sur 2 phi égale 0, donc c'est la même, cette figure-ci, vous l'avez déjà vue. Et puis quand je vais augmenter mon coefficient zeta, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais réduire la largeur de la distribution en n, ici,
puisque zeta est plus grand que 1. Donc je vais comprimer de plus en plus mes fonctions autour de l'équateur. Hein, la dispersion verticale ici devient de plus en plus faible. En revanche, je vais étaler ma distribution le long de l'équateur. On va voir dans un instant pourquoi. Et ultimement, eh bien, je vais aboutir à la fonction de Zimi de l'état n égale 0, dont je vous avais dit tout à l'heure qu'elle était invariante par rotation et faisait tout le tour de l'équateur. Donc, on peut essayer de comprendre un petit peu mieux, un peu plus quantitativement, la distribution en phase de ces états. Je pense que ce sera la dernière fois que je passerai au tableau. On peut essayer de comprendre donc, de combien est-ce que je m'étale le long de l'équateur quand j'augmente mon paramètre zeta. Distribution en phase de psi de zeta. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver la distribution en phase de psi de zeta? Eh bien, je vais simplement regarder le recouvrement entre psi de zeta et un de mes états de phase, qui est écrit ici. Donc, je vais calculer le produit scalaire entre les deux. Donc, je vais prendre θ égale pi sur 2 phi, produit scalaire avec mon psi de zeta. Et donc ça, à quoi ça va ressembler? Je vais toujours mettre un proportionnel là, puisque je laisse tomber les coefficients de normalisation. Ben, ça va être une somme sur n. Et je prends donc le produit scalaire entre cet état-ci, somme de c de n et puissance i phi de n avec c de n égale e puissance moins n2 sur grand n, et puis donc le psi d'état qui est là, ce coefficient-là. Donc c'est une somme des produits des coefficients. Donc je vais donc avoir e puissance moins n2 sur grand n, et puis là ça va être le complexe conjugué, donc puissance moins i phi fois n, et e puissance qui vient de là, moins zeta n2 sur n. Petit n2 sur grand n. Donc si je regroupe, c'est une somme sur n de e puissance moins zeta plus 1 petit n2 sur grand n et puissance in phi. Alors ça, c'est une somme discrète, mais si mes coefficients ne varient pas trop vite quand je passe de n à n plus 1 à n plus 2, eh bien, je peux remplacer cette somme discrète par une intégrale, c'est-à-dire que je peux traiter petit n comme une variable continue x. Donc ça, je peux l'écrire comme intégrale sur dx. Et j'étends les bornes à l'infini, petit n étant moins n sur 2 à plus n sur 2, mais en fait, comme on l'a vu, finalement, la distribution s'annule bien avant, enfin, devient négligeable bien avant d'atteindre les bornes. Donc je mets carrément moins l'infini à plus l'infini ici. Dx, et puissance moins, donc zeta plus 1 x2 sur grand n, et puissance, alors il y a un moins, peut-être que j'ai oublié là, oui, moins i, x phi. Et c'est une intégrale sur dx. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement la transformée de Fourier d'une gaussienne. Hein, c'est une fonction de phi, et c'est la transformée de Fourier de la gaussienne en x, qui est écrit ici, puissance moins zeta plus 1, x2 sur n. Donc ça va être quelque chose qui va être en e puissance moins. Alors, je vais avoir du n sur zeta plus 1. Quand on fait la transformée d'une gaussienne, j'inverse le coefficient qui est là, fois phi carré. Et puis, il y a un coefficient 1 quart qui doit venir se mettre, donc ça doit être 1 quart ici. Alors, je vérifie encore sur mon papier quand même. 1 quart, n, c'est bien ça. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est que j'ai affaire ici à une distribution en phase qui est une distribution gaussienne, qui, dès que zeta devient plus grand que 1, enfin grand devant 1, finalement, le plus 1 ici, je peux le négliger, hein, et j'ai donc la largeur de la gaussienne. Alors, je peux mettre tout ça en ordre. Là, j'ai un certain delta n, j'ai un certain delta phi pour mes fonctions d'essai. Le delta n, eh bien, c'est celui que j'obtiens ici quand je prends le module carré. Donc, c'est une gaussienne en n avec une largeur que j'avais écrite là-bas dans le cas zeta égale 1 qui était racine de n sur 2. Mais dans le cas où je mets un zeta, ça vaut racine de n sur zeta sur 2. Et la largeur en phi, donc là, ça, c'est une amplitude de probabilité. Donc, je prends le carré, le moins 1 quart devient moins 1,5.
J'oublie le zeta plus 1, je le remplace par un zeta, hein, puisque zeta est généralement grand devant 1 dans tout ce que je vais prendre, sauf le cas limite complètement à gauche. Et donc j'ai delta phi ici, qui va valoir, donc que je ne me trompe pas dans mes coefficients, mais c'est 1 sur racine de n sur zeta, ici. Encore une fois, je laisse tomber le 1 ici, donc j'ai bien racine de n sur zeta qui sort. Et ce que je vois donc, et ça va jouer un rôle dans la suite, c'est qu'en fait mes états, mes bases de fonctions est telle que delta n, delta phi est à peu près égal à 1,5. Selon que je prends zeta grand ou zeta relativement proche de 1 ou zeta beaucoup plus grand que 1, eh bien, j'ai delta n qui va devenir soit plus grand, soit plus petit. Delta phi variera dans le sens inverse, de telle sorte que leur produit reste à peu près constant. Ça, évidemment, ça doit vous rappeler le delta x, delta p égale 1,5, enfin supérieur ou égal à 1,5 de Linked et Heisenberg. On verra dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre les deux un petit peu plus tard. Voilà, alors, quand on en est là, ben, je dirais, maintenant, on a bien identifié notre fonction d'essai, il n'y a plus qu'à tourner la manivelle, c'est-à-dire qu'il faut appliquer la méthode variationnelle, c'est-à-dire calculer l'énergie de chacun de mes états de mon espace de fonction variationnelle, les psi de zeta. Donc l'énergie moyenne, c'est la valeur moyenne de Hamiltonien, avec l'Hamiltonien qui est écrit ici. Et puis on minimise, pour un couple EJ-EC donné, on minimise et on regarde ce qu'on obtient. Donc la structure du résultat, je l'écris ici, mais là je peux aller assez vite parce que bon, c'est un peu fastidieux, et puis si on ne le fait pas soi-même, de toute façon, on ne fait que subir ce que nous impose l'autre. Mais enfin bon, ça, c'est allure là, hein, vous avez le terme en EJ qui est là fois une certaine fonction f de zeta, le terme en EC qui est là fois une autre fonction g de zeta. Ces deux fonctions, elles sont là, si je ne me suis pas trompé. Et il faut minimiser, donc pour un couple EJ-EC donné, cette combinaison linéaire de petit f et de petit g. Voilà. Et on trouve comme ça une approximation de l'état fondamental et de son énergie. Ce qui est intéressant, c'est la physique qui sort de ça. Et cette physique, elle est représentée ici. Quand on fait la minimisation, on trouve qu'il y a 3 régimes notablement différents qui sortent. 2 de ces régimes, on les a déjà identifiés. On les a déjà identifiés en traitant classiquement notre jonction. C'est le régime de Rabi et le régime Josephson. Le 3e, qui est vraiment propre à la description quantique de la jonction, qu'on appelle le régime de Fock, c'est Tony Leggett qui avait introduit cette notation, lui est vraiment purement quantique. Alors le premier régime, le régime complètement à gauche, correspond au cas où mon énergie EC, donc l'énergie de charge, l'énergie d'interaction, est extrêmement faible, petite devant EJ sur N2, l'énergie tunnel divisée par N2. À ce moment-là, essentiellement, les interactions ne jouent pas de rôle, et l'état minimiseur, c'est l'état JMX égale J, c'est l'état cohérent de spin. On va revenir dessus dans un instant, mais c'est essentiellement l'état habillé que j'aurais si mes atomes n'interagissaient pas entre eux. Le régime Josephson, là encore, je vais détailler dans une diapositive suivante, mais je vous le dis rapidement, il correspond au régime où zeta min, le minimiseur, est compris entre 1 et n. Je l'obtiens quand mon énergie de charge est grande devant EJ sur N2, mais petite devant EJ. Donc c'est dans ce régime-ci. Et là, le minimiseur est un état comprimé. Là encore, je vais vous dire dans un instant. Je vais expliquer dans un instant. Et puis le régime de Fock, ici, eh bien, c'est pour les très très grandes interactions. Donc les interactions EC plus grandes que EJ. À ce moment-là, le minimiseur zeta min est plus grand que grand N. Et essentiellement, l'état minimiseur, c'est l'état nombre n égale 0, cet état n sur 2, n sur 2. Et ça, bien comme on va le voir, ça correspond à ce que j'appelle un condensat fragmenté. Alors je passe en revue ces trois régimes rapidement. Donc le régime de Rabi, pour commencer, celui où les interactions ne jouent quasiment pas de rôle. Donc comme je disais, l'état minimiseur c'est JMX égale 0, c'est-à-dire que c'est l'état finalement cohérent de spin pointant dans la direction X. Ça signifie simplement que je prépare chaque atome dans l'état habillé de plus basse énergie, et puis voilà, j'additionne les moments cinétiques de chacun de ces atomes. J'ai donc une largeur de la distribution, puisque je prends zeta égale 1, qui est en racine de n, une largeur de la distribution en phi qui est en 1 sur racine de n. C'est un état donc, qui est isotrope du point de vue de sa distribution de Usimi. Le régime Josephson, donc là ça devient plus intéressant, je dirais. Ça c'est un régime donc, où les interactions jouent un rôle significatif. Il est obtenu quand zeta min, comme j'ai dit, est entre 1 et n. Et c'est un état qui
une distribution de Vimy qui s'est étalée le long de l'équateur, qui s'est comprimée en latitude, c'est-à-dire que le delta n ici, comme je prends zeta qui est stamine et grande devant 1, eh bien, le delta n ici est plus petit que racine de n. En revanche, évidemment, je paye ça par une incertitude en phase plus grande, un delta phi qui, lui, va être en racine de zeta sur n, avec toujours delta n delta phi égale 1,5, comme je l'ai écrit ici. Et puis le troisième régime, je vous dirai un petit peu plus sur les états comprimés dans un instant, le troisième régime, c'est le régime de Fock, donc celui qui est complètement à droite ici, très forte interaction. L'état minimiseur, c'est l'état n sur 2, petit n égale 0. Donc je n'ai pas de fluctuation de n, je connais exactement la valeur de petit n, mais la phase est non définie. J'ai cette distribution de Vimy qui est invariante par rotation autour de l'axe z. Si vous voulez un petit peu mieux comprendre cet état, on peut se mettre dans la situation où EJ est nul, dans l'hamiltonien ici, donc pas de couplage tunnel. Si j'ai que EC, donc avec CMT en NA carré plus NB carré, eh bien comme je dis, l'état le plus basse énergie, c'est n sur 2. Et puis ensuite, j'ai les voisins immédiats, n sur 2 moins 1, n sur 2 plus 1, et n sur 2 plus 1, n sur 2 moins 1. Donc j'ai fait passer une particule de A vers B ou une particule de B vers A. Et l'énergie que je dois payer, c'est simple à calculer, c'est à partir de ça, vous trouvez que c'est EC sur 2. Et si EJ est effectivement petit devant EC, donc si je suis dans ce régime-là, eh bien ça veut dire que le couplage tunnel en EJ, il est beaucoup plus petit que l'écart en énergie ici. Cet écart en énergie, le couplage tunnel, eh bien, il n'arrive pas à faire passer les atomes de là à là, donc il n'arrive pas à faire de se passer ne serait-ce qu'une seule particule, parce que l'énergie d'interaction est trop forte. Et comme je le disais, c'est ça qu'on appelle un condensat fragmenté. Et je reviendrai là-dessus en toute dernière partie du cours. Alors je reviens sur les états comprimés et ces états fragmentés pour dire juste un mot de leurs applications métrologiques. C'est des états qui ont un intérêt métrologique considérable et c'est assez facile à comprendre, au moins qualitativement. Supposons que vous ayez un processus qui se produise avec une faible probabilité, mais vous cherchez à le détecter, et qui fasse passer des atomes de A vers B ou de B vers A. Et vous voulez voir si ce processus se produit ou pas. Donc, comme vous ne savez pas si ce sera de A vers B ou de B vers A, vous allez mettre le même nombre d'atomes en A et en B, déjà pour commencer. Et puis vous dites, comme ça a une faible probabilité, je vais mettre beaucoup d'atomes. Donc vous mettez beaucoup d'atomes, la moitié en A, la moitié en B. Si vos atomes sont indépendants les uns des autres, eh bien, la précision avec laquelle vous allez pouvoir faire d'autres mesures, elle sera d'ordre racine de n. C'est-à-dire que vous aurez des fluctuations de toute façon propres au système de racine de n, et donc vous serez capable de détecter s'il y a eu une transition de A vers B ou de B vers A, s'il y a plus que racine de n atomes qui ont transité. Bon, c'est bien, si n est grand devant 1, racine de n c'est petit devant n, mais ce n'est pas génial. Un état comprimé, d'emblée on gagne, puisqu'un état comprimé, je vous ai dit que la distribution en n est beaucoup plus réduite ici, la distribution le long de ce méridien-là, elle est réduite par un facteur zeta. Donc, vous allez pouvoir avoir une bien meilleure précision pour détecter le passage d'atomes de A vers B ou de B vers A. Vous allez gagner en racine de zeta. Et puis, ultimement, si vous savez faire cet état Na égale n sur 2, Nb égale n sur 2, et que vous êtes capable de compter les atomes un par un, eh bien là, vous avez la précision ultime, c'est-à-dire que vous allez pouvoir détecter si dans toute votre collection d'atomes, il y en a un seul qui passe de A vers B ou de B vers A. Si vous êtes capable de compter les nombres d'atomes à un près, vous saurez qu'il y a eu une transition parmi la collection d'atomes que vous avez prise, aussi large soit-elle. Donc c'est ça l'idée d'utiliser les états comprimés pour ces mesures de haute sensibilité, c'est étant donné un problème donné, en l'occurrence détecter la transition de A vers B ou de B vers A, eh bien on a intérêt à comprimer la distribution en n. Alors j'ai mis plusieurs références dans les notes sur l'intérêt métrologique de ces états comprimés. On avait eu, pas cette année, mais il y a quelques années, un séminaire d'Alice Sinatra, qui est dans la salle peut-être, oui voilà, je la vois, qui était précisément sur ce sujet, état comprimé de spin pour la métrologie. Ce séminaire est en ligne, donc je vous encourage à aller le regarder si vous voulez en savoir plus. Bien. Alors, je voudrais maintenant dire un mot de cette relation, sorte de relation d'incertitude qu'on a vu apparaître ici. Je dis incertitude parce qu'en fait, toute rigueur, je devrais mettre supérieur ou égal si jamais je vais chercher d'autres états. Delta L delta phi supérieur ou égal à 1,5.
Ça suggère qu'il y a un opérateur nombre derrière et un opérateur phase derrière, tel que le commutateur de n avec phi est égal à petit i, de la même façon que quand vous avez xp, vous avez cette commutation xp égale ih bar, ce qui vous donne delta x delta p égale, enfin, supérieur ou égal à h bar sur 2. Alors, est-ce qu'il y a vraiment sous-jacent un opérateur nombre et un opérateur phase? C'est un problème douloureux. C'est un problème douloureux à la fois en optique et avec des atomes. Là encore, j'ai mis des références dans les notes de cours, en particulier un très beau passage dans le livre qu'Yvan Castin a publié récemment. Là, on est en dimension finie, donc c'est plus simple que ce que vous trouvez en général, qui est une discussion en dimension infinie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a notre relation delta n delta phi de ordre 1,5 qui nous suggère l'existence d'opérateurs n phi égale i, est-ce que ces opérateurs peuvent exister? Alors pour petit n, il n'y a pas de problème. Petit n, on l'a déjà introduit. Petit n, c'est simplement 1,8 de na moins nb. C'est également ce que j'ai appelé, dans le contexte évencytique, jz. Donc petit n, on l'a, tout va bien. Mais est-ce que je peux avoir un opérateur phi qui ne commute pas avec n, de telle sorte que le commutateur vaut i? La réponse est simple, c'est non. Si je suis en dimension finie, je n'ai aucune chance de trouver un couple n phi qui satisfait ça. Je vous rappelle qu'en dimension finie, les opérateurs, c'est des matrices. Et je vous rappelle que si vous prenez deux matrices A et B, la trace de AB est égale à la trace de BA. Donc la trace d'un commutateur en dimension finie est toujours nulle. Donc vous ne pouvez certainement pas avoir un commutateur qui est égal à une constante, non nulle, puisque la trace du membre de gauche est égale à 0, alors que la trace du membre de droite, si c'est une constante, eh bien ça va être i fois n plus 1. Donc il n'est pas question d'exhiber un opérateur phi qui vérifierait ça sur tout l'espace des états. Alors, on peut essayer d'être un petit peu moins demandeur et de se dire, est-ce que je peux trouver des classes d'états où je pourrais définir un opérateur phi qui vérifierait ça? Alors là, la réponse va être positive, approchée mais positive, si je me limite aux états qui sont voisins de mon état cohérent de spin j mx égale j, c'est-à-dire l'état cohérent de spin qui pointe dans la direction x. Pour ces états-là, qui sont voisins de cet état cohérent de spin, j'ai une valeur moyenne de Jx qui est à peu près égale à J. Jz, c'est n, c'est ce que je vous ai rappelé à l'instant. Et Jy, l'opérateur Jy, qui lui est bien défini, je peux toujours le mettre sous la forme moins J fois l'opérateur phi que je cherche à définir. Ça, c'est juste la version opératorielle de Jy égale moins J sinus phi, avec un angle phi qui est petit devant 1, qu'on avait vu la dernière fois. Donc, si je définis l'opérateur phi comme ceci, l'opérateur n comme cela, et si je me souviens que j'ai la relation de commutation qui est exacte, telle jy, jz égale ijx, mais que jx lui-même est à peu près égal à j, bien à ce moment-là, clairement, j'ai un j qui apparaît dans jy, j'ai le j qui apparaît dans jx, donc je peux simplifier tout ça par j, et j'obtiens cette relation de commutation n phi à peu près égale à i. Bon, mais c'est restreint à une petite classe d'état. Question, est-ce que je peux généraliser ça pour en faire une relation plus robuste? Avec robuste, je mets des guillemets, mais vous allez voir ce que je sous-entends par là. Donc ce qu'on va chercher à faire pour avoir quelque chose de plus robuste, ce n'est pas travailler avec phi, mais c'est travailler avec e puissance i-phi. E puissance i-phi, bon, déjà j'ai une définition modulo 2pi qui est commode, donc c'est un bon point de départ. Mais qu'est-ce que je dois imposer à cet opérateur qui tiendra lieu de e puissance i-phi? Alors je dis qu'il tiendra lieu pour une raison encore que je vais encore expliquer dans un instant, donc je le note grand E. Mais après, dans les livres, vous verrez que grand E est remplacé par e puissance i-phi, avec un chapeau sur le E et un chapeau sur le phi. Donc qu'est-ce que je vais demander à ce grand E? Si j'ai n phi égale i, une récurrence immédiate permet de montrer que la commutation de n avec phi puissance k, ce sera ik phi puissance k moins 1. Et si je prends le développement en série de Fourier, ou en série entière de puissance i-phi, donc en puissance de phi puissance k, je trouve que la relation de commutation que doit vérifier n avec e puissance phi doit être commutateur de n avec e puissance phi doit être égal à moins e puissance phi. Donc question, même si phi n'existe pas dans tout mon espace, est-ce que je peux construire un opérateur E chapeau qui lui vérifie n fois E chapeau égale moins E chapeau, qui est presque unitaire, le presque va s'éclaircir dans un instant. Le puissance i-phi serait unitaire. Quand vous écrivez puissance i-phi comme ça ressemble à un opérateur unitaire. Donc je voudrais que E chapeau conserve la norme le mieux possible.
Et puis je voudrais qu'il me donne la phase, qu'il me donne par exemple la phase de mes états cohérents, ceux que j'avais introduits tout à l'heure, les états de phase là-bas. Alors c'est assez simple en fait. Si vous partez de cette relation-là maintenant, vous oubliez l'opérateur phi qui est écrit ici, et vous vous concentrez sur cette relation-là, eh bien vous trouvez que l'opérateur E chapeau doit me faire descendre l'échelle de niveau, c'est-à-dire que E chapeau agissant sur n doit me donner quelque chose qui est proportionnel à n-1. Et si je veux que ça conserve la norme, je vais mettre un coefficient 1 ici. Donc pour E chapeau, je prends l'opérateur qui me fait passer de cet état-ci à celui-là, et puis de cet état-ci à celui-là, etc. Cet état-ci à celui-là. Alors évidemment, la descente de l'échelle, elle est obligée de s'arrêter un moment. C'est-à-dire que quand j'essaie d'agir sur l'état du bas, là, l'état 0n, l'état que j'ai noté petit n égale moins n sur 2, eh bien, quand j'agis sur cet état-là, je ne peux pas descendre plus, donc là, je mets 0. Donc l'opérateur E chapeau n'est pas strictement unitaire, puisqu'il conserve la norme pour n-1 pour n états, et comme j'ai n plus 1 état au total de base, il conserve la norme pour n états, et puis le n plus unième, il ne peut pas conserver la norme, il donne 0. Donc mon opérateur E chapeau n'est pas strictement unitaire, mais c'est le mieux que je puisse faire compte tenu de ma contrainte ici. Voilà, donc si vous voulez, je l'ai réécrit ici, il fait passer de NA NB à NA moins 1 NB plus 1. Donc il n'est pas unitaire, et donc quand vous voyez dans les livres ou dans les articles le E chapeau remplacé par puissance phi, faites attention, c'est un peu trompeur. Quand vous voyez un puissance phi, vous pensez facilement que c'est un opérateur unitaire, inversible et tout ça. Stricto sensu, ce n'est pas vrai, il y a un état qui est dans le noyau de cet opérateur E chapeau. Et par ailleurs, vous pouvez vérifier qu'il satisfait bien ce que j'avais demandé, à savoir qu'il fournit bien la phase d'état cohérent. C'est-à-dire que si je fais agir ce E chapeau-là, défini avec ces relations-là, si vous faites agir E chapeau sur un de mes états de phase, là-bas, d'état pi sur 2 phi, eh bien, ça donne, en bonne approximation, E puissance phi fois le même état. Là encore, j'insiste, c'est en bonne approximation. Ce n'est pas rigoureux. Et j'ai envie de dire, heureusement que ce n'est pas rigoureux. Parce que si c'était rigoureux, ça voudrait dire que puissance phi est valeur propre de mon opérateur E chapeau. Mais comme phi est une variable continue, ça veut dire que j'ai une infinité de valeurs propres distinctes pour un opérateur, et ça, en dimension finie, ça fait désordre. Donc, ça ne peut pas être rigoureux, cette relation-là. Mais elle est valable en bonne approximation, et c'est tout ce qu'on lui demande. Ça nous donne à peu près la phase de l'état sur lequel il agit quand cette phase est bien définie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur cet opérateur phase, et ça on s'en resservira la semaine prochaine quand on étudiera des qubits à base de jonction Josephson. Et maintenant, j'aimerais passer dans la toute dernière partie, qui est donc la notion de condensat fragmenté. Alors, ces condensats fragmentés, on les a vus apparaître comme une dénomination. Maintenant, j'aimerais vous mettre un petit peu de chair dessus. Alors, revenons en arrière. Einstein, 1924-1925. Donc, vous connaissez probablement l'histoire. Bose avait montré comment retrouver la formule du rayonnement du corps noir de Planck avec une nouvelle manière de compter les états quantiques d'un système, ce qu'on appelle maintenant la statique de Bose-Einstein. Bose s'intéressait au rayonnement. Einstein généralise le travail de Bose pour l'appliquer à des particules matérielles et il découvre la condensation. La condensation, c'est ça, c'est que si vous êtes à température suffisamment basse, une fraction macroscopique des particules s'accumule dans le même état quantique. C'est-à-dire que vous avez une fraction macroscopique des atomes qui partagent la même fonction d'onde à une particule. En l'occurrence, cette fonction d'une particule, c'est l'état fondamental de la boîte, c'est donc la fonction simplement qui est 1 sur racine de L cube, si j'ai une boîte de volume L cube, comme ça. Et les états excités, eux, c'est les ondes planes, et puissance IKR sur racine de L cube. Dire que j'ai une fraction macroscopique, ça signifie que quand on prend la limite thermodynamique, c'était une notion qui n'était pas bien connue à l'époque où Einstein a fait ses prédictions, mais qui a été affinée depuis. Si on prend la limite thermodynamique, c'est-à-dire si on fait tendre le nombre de particules vers l'infini, si on fait tendre le volume de la boîte vers l'infini, tout en gardant la densité constante, eh bien, la population π0 de l'état fondamental est macroscopique, c'est-à-dire qu'elle va tendre vers une limite finie non nulle, d'ordre le nombre de particules totales. En revanche, les populations de tous les autres états possibles du système sont non macroscopiques, c'est-à-dire qu'à la limite thermodynamique, ces populations tendent vers 0.
πk sur n tend vers 0. Ça, c'était pour un gaz parfait, donc je dirais que c'était simple, il fallait le faire, mais c'était simple. Que se passe-t-il si j'ai un système en interaction? Comment est-ce qu'on définit une fraction condensée? Eh bien, ça, c'est un travail qui est dû à Penrose et Onsager. Mettons-nous à température nulle pour simplifier. J'ai donc un système à n corps qui est décrit par une fonction d'onde à n corps phi de R1, R2, Rn. Et cette fonction, donc, elle est compliquée. Hein. Il y a de l'intrication entre les particules, mais c'est un état bien défini. C'est l'état fondamental de mon système à n corps. Et on se pose la question de savoir si maintenant, si je vais regarder les états à une particule de ce système, est-ce qu'il y en a un qui est macroscopiquement peuplé, tout comme l'était l'état fondamental de la boîte d'Einstein. Et pour ça, la procédure à suivre est la suivante. Donc c'est Penrose et Onsager qui nous la détaille. J'ai détaillé ça pas mal dans les notes, donc je vais aller vite là, mais ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai écrit. L'idée est de travailler avec un objet qu'on appelle la matrice densité à un corps, ρ1, qu'on obtient en prenant la trace partielle de la matrice densité n corps sur n-1 particules, pour n'en garder qu'une. Donc on trace sur toutes les particules sauf une, et on construit comme ça un objet à un corps, ρ1. Donc en l'occurrence, la matrice densité à n corps, c'est simplement l'état phi, enfin le ket bras phi-phi. Donc je prends une trace partielle de l'état phi sur n-1 particules. Ce ρ1, donc, c'est une matrice densité à un corps, c'est donc un opérateur hermitien positif. Je peux le diagonaliser, je vais trouver ses valeurs propres et ses fonctions propres. Ces valeurs propres vont être toutes des nombres positifs, que je note pi0, pi1, etc. Je peux supposer qu'elles sont ordonnées, donc pi0 est plus grand que pi1, lui-même plus grand que pi2, etc. Et puis les états propres de la ρ1, ce sont donc des fonctions à une particule, qui sont donc, je note psi-j, c'est des états à une particule, et ils sont donc une population πj. En d'autres termes, cette matrice densité à un corps ρ1, hein, c'est simplement, je peux l'écrire comme un mélange statistique sur tous les états j de πj fois psi-j, psi-j. Donc je suis parti d'un état pur à n corps, et l'état à un corps réduit, lui, est un mélange statistique avec des poids πj associés à des états psi-j. Et la question qu'on se pose donc, quand on parle de condensat fragmenté ou non, c'est de savoir si, quand je prends la limite thermodynamique pour mon système, est-ce qu'il y a plusieurs πj ici qui vont être macroscopiques, ou est-ce qu'il y en a un, hein? Est-ce qu'il y en a qui sont d'ordre n à la limite thermodynamique, ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Alors en règle générale, il y en a soit 0, soit 1. Il peut y en avoir 0. Si vous prenez un isolant de Mott, par exemple, c'est-à-dire un réseau optique avec un atome par site, eh bien là, vous trouvez que toutes les valeurs propres à un corps sont petites devant 1. Donc là, il y a fraction condensée nulle. En général, si ce n'est pas nul, il y a une valeur propre qui est macroscopique. C'est un condensat traditionnel qui est là, même si j'ai des interactions entre particules. Mais il existe des situations particulières pour lesquelles il y a plusieurs valeurs propres macroscopiques. Et là, à ce moment-là, eh bien, on parle de condensat fragmenté. C'est-à-dire que le système à une particule apparaît comme pouvant occuper plusieurs états, psi0, psi1, psi2, possiblement. Et l'état qu'on a vu tout à l'heure, l'état n sur 2, n sur 2, est un exemple de ça. C'est-à-dire que c'est un état qui est un état pur à n particules, mais si maintenant je cherche à construire la matrice densité à un corps, eh bien c'est une matrice densité qui va être 2 par 2, puisque mon espace de Hilbert à une particule est de dimension 2, hein, c'est les états petit a et petit b, enfin générés par les états petit a et petit b. Donc ma matrice densité à un corps, c'est simplement valeur moyenne de a croix, valeur moyenne de b croix b sur la diagonale, et puis sur les quotients non diagonaux, c'est valeur moyenne de a croix b et de b croix a. Eh bien, pour l'état n sur 2, n sur 2, cet état vaut simplement 1,5 sur la diagonale fois n, puis 0 en dehors. Ça veut dire que j'ai deux valeurs propres qui sont macroscopiques toutes les deux, n sur 2 et n sur 2. Et donc, on est dans une situation où, bien que l'état à n corps soit un état pur, eh bien l'état à 1 corps apparaît comme complètement dépolarisé, c'est-à-dire que c'est un mélange statistique de A et de B, sans corrélation entre eux. Voilà. Là, le problème, c'est que ces états, qui sont des états fragmentés, sont en général difficiles à préparer de façon fiable. Il y a d'autres états très proches en énergie et ce n'est pas évident. Donc,
En fait, c'est à ce problème-là qu'on s'est attaqué au laboratoire avec Fabrice Gerbier et des collaborateurs que je vais montrer dans un instant. Savoir si on pouvait réaliser un état fragmenté convaincant avec un nombre de particules conséquent, de l'ordre de la centaine. Et pour ça, eh bien, on a décidé de travailler non pas avec les jonctions à deux états comme ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, mais avec un autre type de jonction Josephson, dont je n'ai pas encore parlé. C'est un autre type de jonction interne qui implique des atomes de spin 1. En l'occurrence, c'est des atomes de sodium, et le spin 1, c'est l'état fondamental de l'atome de sodium. Donc si j'ai un spin 1, j'ai trois états internes possibles, m égale moins 1, 0 plus 1. Et c'est ça qui va me donner la dynamique de système, c'est-à-dire que je vais de nouveau me placer à l'approximation du mode spatial unique, donc j'ai toujours un piège qui confine les atomes très fortement, de sorte que la fonction d'onde externe, elle, est complètement gelée. C'est l'état fondamental que j'ai noté phi de R ici, qui ne joue pas de rôle dans la suite, il est complètement figé. Mais grâce à ces atomes de spin 1, j'ai une dynamique interne que je n'avais pas avec des atomes de spin 1,5, ou des atomes à deux niveaux. En effet, ce qui va pouvoir se produire, c'est la chose suivante. Si je prends deux atomes dans l'état m égale 0 ici, eh bien, je peux avoir une interaction cohérente entre ces atomes qui me produit une paire plus 1, moins 1. C'est-à-dire que j'en ai un qui va ici et l'autre qui va là. Ça, c'est possible. Ça conserve le moment cinétique et c'est une dynamique intéressante, c'est une dynamique non triviale. Je change l'état de mon système quand je fais ça. Alors, je peux décrire ce processus-là avec des opérateurs tels que ceux que j'ai écrits au tableau tout à l'heure. Là où j'avais tout à l'heure du A croix B et du B croix A, ce que je vais avoir maintenant, c'est un opérateur qui me détruit deux atomes dans l'état 0 et qui me crée une paire plus 1, moins 1. Donc A croix plus 1, A croix moins 1. Finalement, j'ai l'hermétique conjuguée, ça correspond au passage en retour comme ça, où je peux avoir une paire plus 1, moins 1 que je détruis, et je crée deux atomes dans l'état 0. Ça, c'est vraiment l'équivalent de l'effet tunnel ou du couplage cohérent, mais maintenant, au lieu de travailler sur une particule pour l'effet tunnel ou pour le couplage cohérent, je travaille sur des paires de particules. Ça, c'est le premier ingrédient dont on a besoin. Le deuxième ingrédient, c'est le champ magnétique. Je peux plonger, et on va le faire, on peut plonger ces atomes de spin 1 dans un champ magnétique. Donc là, j'ai un effet Zeeman qui peut se produire. Et je vais décrire cet effet Zeeman, l'effet du champ magnétique, donc à l'ordre 2 inclus. Donc si je reprends mes trois états possibles de spin ici, eh bien, ils vont être déplacés par le champ magnétique. L'état plus 1, par exemple, va être déplacé par un coefficient qui est linéaire en B, c'est l'effet Zeeman linéaire, donc alpha 1B, plus un terme quadratique, alpha 2B2. L'état moins 1 est déplacé à l'ordre 1 en B, juste du signe opposé, donc moins alpha 1B1, et le terme quadratique est le même par symétrie, donc plus alpha 2B2. Quant au niveau m égale 0, lui, eh bien, à l'ordre 1, il ne voit pas le champ magnétique, et à l'ordre 2, il voit un terme donc, quadratique également, bêta 2, B2. Donc ce qui compte pour mon processus 0 plus 0, qui donne plus 1 plus moins 1, ce processus-là, comme ça, eh bien, c'est de regarder la différence en énergie liée au champ magnétique entre le membre de gauche ici et le membre de droite là. Donc le membre de gauche, j'ai deux atomes dans l'état 0, donc 2 fois bêta 2, B2, et à droite, eh bien, je dois faire la somme de alpha 1 plus alpha 2, B2 et moins alpha 1B plus alpha 2, B2, donc les termes linéaires s'éliminent, il me reste simplement le terme quadratique, c'est pour ça que je suis allé à l'ordre 2, 2 alpha 2, B2. Donc finalement, le terme pour prendre en compte le champ magnétique, c'est de mettre dans l'hamiltonien quelque chose qui mesure la différence entre le membre de gauche et le membre de droite, donc quelque chose qui fait intervenir le alpha 2 moins bêta 2 fois b carré, et ça je le mets donc sous la forme moins q fois n0 avec q défini comme ceci. Donc l'hamiltonien de ma jonction, de cette nouvelle jonction, il a l'allure suivante. Premier terme, c'est le terme que j'ai déjà décrit tout à l'heure, c'est un terme, j'ai un quotient petit p fois ce passage donc, d'une paire dans l'état 0 à une paire plus 1 moins 1, et réciproquement. Ça joue le rôle de l'effet tunnel, ou du couplage cohérent, c'est le terme caractérisé par l'énergie EJ jusqu'à maintenant. J'ai d'autres types d'interactions entre atomes que je dois mettre. Ça peut être des interactions entre deux atomes dans l'état 0, ou entre deux atomes dans l'état plus 1, ou deux atomes dans l'état moins 1. Donc, c'est un petit peu long à écrire, mais on peut le mettre sous cette forme-là. Ça joue le rôle, finalement, ça, d'énergie de charge de vos interactions, le EC.
mais c'est le même coefficient petit p là. Donc, dans cette jonction, je n'ai pas EJ et EC qui agissent de manière séparée. En fait, ils sont caractérisés par le même coefficient, parce que finalement, au bout du compte, c'est les mêmes interactions entre atomes qui jouent les deux rôles. Et puis j'ai le rôle du champ magnétique, le moins QN0 qui est là, qui joue le rôle du delta mu bar ou du désaccord du couplage cohérent. Et une fois qu'on a bien identifié ça, eh bien, toute la phénoménologie des jonctions peut être trouvée. Dans un article qu'on avait fait avec Bertrand Évrard, Anne Q et Karina Jiménez-Garcia, on avait montré qu'on pouvait, avec ce type de jonction, trouver des résonances de Shapiro, comme celle que j'avais décrite, je crois que c'était au cours 3. Vous vous rappelez, il fallait moduler de manière résonante un des paramètres de la jonction, et puis on voyait apparaître des plateaux dans les caractéristiques. Et bien là, on peut le faire. Ce qu'on avait modulé, nous, dans cet article de 2019, c'était le paramètre petit q, et on avait pu voir ces résonances de Shapiro. Ce n'est pas les résonances de Shapiro qui m'intéressent aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la fragmentation. Alors, pourquoi est-ce que ça peut donner lieu à un condensat fragmenté, ça ? Eh bien, reprenons l'hamiltonien que je vous ai écrit ici. Je reprends cet hamiltonien-là, en particulier, je regarde ces termes-là, ici. Eh bien, il se trouve que la somme des deux premières lignes, là, peut s'écrire sous une forme très agréable, qui est écrite ici. Cette première ligne, je peux l'écrire sous une forme très simple, qui est P sur 2, donc ce petit p, c'était le coefficient qui était un facteur des deux termes, fois grand S carré. Et grand S, c'est simplement le spin total de ma collection d'atomes qui sont piégés à l'intersection de mes deux faisceaux laser. Donc chaque atome, je vous rappelle, est un atome de spin 1, donc décrit par l'opérateur petit si ici. Et le grand S qui est là, c'est le spin total, donc l'opérateur somme de tous mes spins de I égale 1 à n. Quand n, ce sera de l'ordre de 100. Tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, on aura une centaine d'atomes. Donc ce terme-là regroupe l'énergie tunnel et l'énergie de charge. Ce terme-là, le moins QN0, il est inchangé, c'est le terme de désaccord lié au champ magnétique. C'est ce terme-là qui va m'intéresser. Vous voyez, quand je vais chercher l'état fondamental, ça va dépendre évidemment du signe de P. Si petit p est négatif, à ce moment-là, ce que je vais avoir intérêt à faire, c'est prendre S carré le plus grand possible, si je cherche l'état fondamental, si je veux minimiser l'énergie. S carré le plus grand possible, ça va consister à prendre de nouveau un état cohérent de spin, c'est-à-dire prendre tous mes spins alignés les uns avec les autres, de manière à faire le S carré le plus grand possible. Cet état-là, il n'est pas du tout fragmenté, il est intéressant, mais c'est un état cohérent de spin, donc c'est des états les plus classiques possibles, je dirais. En revanche, si j'ai un P positif, et il se trouve que P positif, c'est le cas de l'atome de sodium, ce n'est pas le cas de l'atome de rubidium, mais c'est le cas de l'atome de sodium, eh bien là, au contraire, je dois prendre S carré le plus petit possible, si je cherche l'état fondamental. Et prendre S carré l'état le plus petit possible, eh bien en fait, le plus petit possible, c'est S égale 0. Au moins, si j'ai un nombre pair d'atomes dans mon piège, donc 100 ça va, 102 ça va, eh bien je peux effectivement fabriquer un état global de spin qui est S égale 0. Alors c'est remarquable quand même, cet état S égale 0, parce que vous prenez 100 particules de spin 1 et vous débrouillez pour fabriquer avec elles un état tel que la somme de tous les spins se compense pour fabriquer un S macroscopique égal à 0. S total, je ne sais pas si je devrais dire macroscopique, S total égal à 0. Ça, c'est vraiment la transposition pour notre système à 3 niveaux de l'état n sur 2 trouvé pour la jonction AB précédemment. Alors, si n est pair, on peut faire S égale 0. Si n est impair, l'état de plus basse énergie, c'est un S égale 1. Ce n'est pas très grand non plus, quand vous avez 101 particules, mais ce n'est pas strictement S égale 0. Donc, cet état de grand S égale 0 ou de grand S égale 1, c'est un état donc à n corps, il est pur et il est fortement corrélé, forcément, puisque j'ai additionné 100 vecteurs de taille 1, mais je me suis débrouillé pour que la somme fasse exactement 0. Donc c'est un état fortement corrélé. Et quand vous prenez la matrice densité à un corps, donc vous mettez dans la base m égale moins 1, 0 plus 1, eh bien vous trouvez que cette matrice densité à un corps, elle a des coefficients diagonaux 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, et puis des zéros en dehors. C'est donc un état qui est complètement dépolarisé. Donc c'est un condensat à 3 fragments. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut réaliser ça ? Eh bien, la réponse est oui, enfin, de manière un petit peu approchée, mais vous allez voir quand même assez fidèlement. Donc on a pris nos 100 atomes de sodium, l'état interne est de spin 1, et initialement on les a mis dans un champ magnétique très important. Très important, c'est quelques Gauss, mais suffisamment important pour que l'hamiltonien soit dominé par le terme magnétique. Le terme en S carré joue un rôle négligeable, là. Donc le terme
qui domine, c'est moins QN0. Et donc l'état fondamental, ça consiste à mettre tous les atomes dans l'état 0. Donc initialement, j'ai tous mes atomes qui sont comme ça. J'en dessine pas 100, mais c'est ça l'idée. Et puis ensuite, eh bien, on va faire une rampe lente du champ magnétique. On va diminuer le champ magnétique doucement. Par doucement, j'entends suffisamment doucement pour suivre le mieux possible l'état fondamental. Il ne faut pas aller trop doucement non plus, parce que sinon, on va perdre des atomes par d'autres processus que je ne vais pas décrire. Mais disons que le temps qu'on se donne, c'est de l'ordre de la seconde. On peut faire une rampe dans ces conditions quasiment adiabatique de l'état fondamental. Et une fois que le champ magnétique est nul, si on a bien suivi l'état fondamental, eh bien, à ce moment-là, on doit être dans l'état fragmenté que je vous ai décrit. De quel diagnostic on dispose? Eh bien, on va mesurer les populations des trois états de spin possibles, m égale moins 1, 0 et plus 1, ici. Donc pour ça, on va simplement faire une expérience de Stern-Gerlach. Cette expérience de Stern-Gerlach, on l'a fait selon un axe qui peut varier. Donc on varie l'angle d'analyse. Et ce qu'on fait, c'est donc, ici vous avez un exemple d'une manip Stern-Gerlach, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer précisément la population de m égale moins 1, m égale 0, m égale plus 1. Et ce qui était le point fort de cette expérience, c'est qu'en fait, on pouvait compter les atomes un par un là-dedans. C'est-à-dire qu'on était capable de dire que là, il y avait 70 atomes, là, il y en avait 15, et là, il y en avait 15. La somme faisant bien 100, si je ne me suis pas trompé. Voilà, on pouvait mesurer à l'unité près le nombre d'atomes. Et ensuite, il s'agit, à partir de ces mesures, il s'agit de reconstruire l'état du système. Alors la première chose qu'on peut faire, donc, c'est en faisant un grand nombre, plusieurs milliers de mesures de Stern-Gerlach avec des axes de mesure différents, on peut comme ça mesurer toutes les valeurs moyennes AM croix à M' dans la base mz égale 0 plus ou moins 1. Et on reconstruit comme ça donc, la matrice densité à un corps, et voilà à quoi elle ressemble. Donc là, la hauteur des barres, c'est la valeur absolue des coefficients. Vous trouvez donc des coefficients diagonaux qui sont importants, et des coefficients non diagonaux ici de cette matrice donc 3 par 3, qui sont quasiment nuls. Donc ça, c'est tout à fait compatible avec une matrice d'un spin complètement dépolarisé, un tiers partout. Alors il y a beaucoup de manières d'obtenir des spins dépolarisés, donc ça ne suffit pas. Donc il faut déjà se convaincre que si on met un état cohérent, lui, il n'est pas dépolarisé, il n'est pas trouvé dépolarisé par la mesure, donc ça c'est ce qu'on a fait. Là on a pris un état cohérent de spin, donc là on a mis tous les spins alignés selon l'axe X. On trouve pareil dans la base Z, un tiers, un tiers, un tiers sur la diagonale, mais il y a des coefficients non diagonaux qui sont non nuls, qui sont du même ordre que les coefficients diagonaux, de sorte que quand vous cherchez les valeurs propres de cette matrice 3 par 3, eh bien vous trouvez qu'il y a une valeur propre qui est très grande, par très grande quand on la divise par n, elle est d'ordre 1, et les deux autres sont toutes petites. Donc là, on a bien un condensat pur, entre guillemets, c'est-à-dire un condensat avec une valeur propre macroscopique et les autres ne le sont pas, alors qu'ici, on a, a priori, si l'état à n corps est bien un état pur, on a bien ici un condensat fragmenté, trois valeurs propres, un pour la matrice densité à un corps à peu près égale. Maintenant, question, est-ce que l'état à n corps, lui, est un état pur? Alors, en toute rigueur, pour mesurer l'état à n corps, il faudrait faire sa tomographie, c'est-à-dire le mesurer complètement, mais ça, c'est irréaliste, parce que quand vous avez 100 particules, la dimension de l'espace des états, je vais vous la détailler dans un instant, mais elle est de l'ordre 10 000. Donc faire la tomographie complète d'un état dans l'espace de Hilbert de dimension 10 000, ça c'est hors de portée, au moins pour l'instant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconstruit les populations de l'état n corps par une méthode qu'on appelle une méthode de maximum de vraisemblance, maximum likelihood en anglais. Donc je vous ai dit, l'espace de Hilbert, il a dimension 10 000. Alors pourquoi? Eh bien, l'espace de Hilbert, puisqu'encore une fois j'ai gelé les degrés de liberté orbitaux, porte seulement sur le degré de liberté de spin. J'ai 100 atomes de spin 1, donc le spin total peut valoir 0. Ça, c'est l'état qui m'intéresse, hein, c'est l'état fragmenté qui m'intéresse. Mais je peux avoir un spin égal à 1. Enfin, normalement, il n'y a que les valeurs paires si n est pair. Donc 0, 2, 4, 6, 8 jusqu'à n égale 100. Et puis si j'ai un nombre de particules impaires, j'aurai les valeurs s égale 1, 3, 5, 7. Donc, comme on ne contrôle pas dans notre expérience la parité au départ du nombre de particules, eh bien, j'ai toutes les valeurs possibles entre 0 et 100 pour grand S. Et une fois que j'ai fixé grand S, eh bien, le nombre quantique grand M peut varier entre moins S et plus S. Donc, c'est ça qui fait 10 000.
si vous voulez, la structure géométrique de l'espace de Hilbert, c'est une sorte de triangle ici, comme ça. La pointe en haut du triangle, c'est m égale 0, s égale 0, il est tout seul. Puis ensuite, je peux prendre s égale 1, donc avec les trois valeurs m égale 0, m égale plus 1, moins 1. Et puis je continue, s égale 2, j'ai 5 valeurs, jusqu'à s égale 100, ici, hein, tout au bout, ici. Voilà, je suis mal parti, 100, bon, je vais pas avoir la place. 100 comme ça, où j'aurai 100 valeurs possibles, pardon, j'aurai 201 valeurs possibles de S. Voilà, 2S plus 1. Voilà, donc ça c'est la structure de l'espace de Hilbert total. Et bien quand on mesure les populations avec cette méthode de maximum de vraisemblance, voilà ce qu'on trouve. Là j'ai représenté la pointe ici de l'espace de Hilbert, la toute petite pointe ici, où je varie S de 0 à 10, sachant qu'encore une fois il pourrait aller jusqu'à 100. Et vous voyez que l'état le plus peuplé, c'est l'état S égale 0, M égale 0. Peuplé de manière similaire, il y a l'état S égale 1 avec M égale moins 1, 0 et plus 1. C'est peuplé de manière similaire, encore une fois, parce qu'on ne contrôlait pas initialement la parité du nombre d'atomes qu'on mettait dans notre piège. Nous pouvons mettre aussi bien 100 que 101 que 99. Donc on avait autant de chances de tomber sur un nombre impair qu'un nombre pair à la fin. Mais après, ça décroît très vite. Ici, vous avez S égale 2, et puis ici, S égale 3. Je crois que me rappeler que dans cette manip, en fait, il y a 90% de la population qui est concentrée sur les 4 premières valeurs de spin, et puis après, ça décroît très très vite. Vous voyez, il n'y a quasiment rien ici. Donc ça correspond bien à l'idée qu'on a un état qui est presque pur, l'état à n corps, même si l'état à un corps, lui, apparaît complètement dépolarisé. Et juste pour renforcer cette idée qu'on a des fortes corrélations entre spins, eh bien, on peut mesurer la valeur de S carré à partir de cette distribution et la comparer à ce qu'on aurait si on avait un état sans corrélation entre spins. Donc, si vous avez un état non corrélé et si vous calculez la valeur moyenne de S carré, donc S, je vous rappelle, c'est la somme de tous les SI. Donc, quand vous calculez S carré, eh bien, vous avez les termes directs, les sommes des SI carrés, puis les termes croisés, valeur moyenne de SI scalaire SJ. S'ils sont non corrélés, les valeurs moyennes de SI scalaire SJ sont nulles. Donc tout ce qui vous reste, c'est la somme des SI carrés. Chaque spin est un spin 1, donc S carré pour un spin 1, ça vaut 2. Donc la somme des SI carrés vaudra 200 à peu près. Si vous n'avez pas de corrélation, eh bien ici on trouve S carré égale 9. Donc c'est vraiment un état, effectivement, on a très très fortement corrélé les spins, de telle sorte que le spin total est beaucoup plus petit que ce qu'on aurait si les spins étaient décorrélés. Voilà, donc c'était, je crois, la première mise en évidence d'un état fragmenté. Donc on a publié ça il y a quelques années maintenant. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est caractériser complètement l'état quantique fondamental d'une jonction sur l'ensemble du domaine de variation de C sur EJ. On a retrouvé les régimes de Rabi, les régimes de Josephson, qu'on avait identifié dans notre évaluation classique en allant regarder les oscillations plasma d'une jonction. Donc ça c'est bien qu'on les retrouve, bien sûr. Et on a vu que dans un premier cas, Rabi c'était un état fondamental cohérent. Dans le régime Josephson, c'était plutôt un état comprimé. On a identifié un régime spécifiquement quantique, qui est le régime de Fock, et cette notion de condensat fragmenté. Et puis on a vu émerger cet opérateur phase, alors avec toutes les précautions que j'ai dites, opérateur phase que vous trouverez écrit dans les articles sous la forme épicentrifie, qui vérifie donc cette relation de commutation avec l'opérateur nombre, épicentrifie commutateur avec n égale épicentrifie lui-même. Et avec les précautions, donc un manier avec précaution, puisque épicentrifie lui-même n'est pas strictement unitaire. Voilà, donc je m'arrête ici. La prochaine fois, eh bien, on étudiera un aspect des jonctions Josephson qui est un aspect important, qui sont les squids, et on parlera un petit peu de qubits à base de ces jonctions Josephson. Et puis d'ici là, je vous rappelle le séminaire de Klaus Mölmer d'ici un petit quart d'heure sur les trajectoires quantiques. Voilà, merci beaucoup.